Le 1er mai 2010, la police de l'État de New York reçoit l'appel de Shannon Gilbert, une jeune femme de 24 ans. Shannon Gilbert, elle dit au téléphone à la policière, ils essayent de me tuer, ils essayent de me tuer, est-ce que vous pouvez me géolocaliser? La policière répond que non. Mais quand la policière commence à lui poser des questions, t'es où, qui essaye de te tuer, on sent au téléphone que Shannon Gilbert, elle est complètement perdue. Et honnêtement, à sa façon de répondre, n'importe qui penserait qu'elle est droguée à ce moment-là. Elle a du mal à répondre du tac au tac, elle répond à une phrase sur deux, elle ne sait pas où elle est, ni même qui essaye de la tuer. Mais il faut être pragmatique, c'est peut-être aussi la panique et le surplus d'émotions sur le moment qui lui a fait ça. En tout cas, c'est pas ce que va se dire la policière au téléphone. On sent par sa voix qu'elle se dit putain, encore une droguée qui m'appelle, elle me fait chier à cette heure-là, celle-là. Mais elle a quand même la décence de rester au téléphone. Et c'est déjà ça. La policière, elle l'attend au téléphone et à un moment donné, elle entend la voix de deux hommes qui parlent avec Shannon. Les deux hommes, au début, ils ont l'air de rigoler quand ils la voient. Mais Shannon, elle leur demande, est-ce que vous allez me tuer? Pourquoi vous allez me tuer? Et là, les deux hommes qui rigolaient, ils commencent à flipper un peu. La policière au téléphone, elle entend tout ça, mais elle ne connaît pas la situation. Quand Shannon a appelé la police, elle était dans la rue. La rue, c'est une ligne droite avec 5 maisons sur la gauche et 2 maisons sur la droite. Donc Shannon, pour fuir, elle va dans la maison la plus proche, c'est-à-dire la première maison sur sa gauche. La porte est ouverte, elle rentre dans la maison et elle tombe sur deux hommes. Et les deux hommes, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une jeune fille blonde de 24 ans, en petite tenue, rentrer chez eux. Donc eux, ils pensent que soit elle est bourrée, soit elle s'est trompée. Donc ils commencent à rigoler. Sauf que dès qu'elle leur dit pourquoi vous allez me tuer, là les deux hommes, ils paniquent. Et ils essayent de la raisonner. Ils lui disent, tu commences à nous faire peur, ici on est à Long Island, c'est toi qui es rentré chez nous, non on ne va pas te tuer, mais il faut que tu retournes de là où tu viens, retourne chez toi et sors de la maison. Ils essayent en quelque sorte de se débarrasser du problème. Et Shannon, elle leur répond, vous me parlez avec un air sarcastique, parce qu'elle, elle les a vus rigoler. Elle leur a dit, je suis sûr que vous faites partie de tout ça. Et retenez bien cette phrase, moi ça m'a choqué et je vais la ressortir un peu plus tard dans la vidéo. C'est important. Ensuite, les deux hommes, ils vont pas s'embêter parce qu'on est aux États-Unis et ils la virent de la maison. La pauvre jeune fille, elle court toquer dans les maisons voisines, mais personne ne lui ouvre. Il y aura même une femme qui va appeler la police en disant qu'une jeune fille toque et crie à sa porte. Et au téléphone, on entendra Shannon Gilbert effectivement en train de toquer et crier ouvrez-moi, ouvrez-moi. Mais la femme, elle n'ouvrira pas à Shannon Gilbert. Et on comprend cette femme parce qu'en fait, c'est une femme qui vivait toute seule avec sa mère qui était âgée. Donc elle avait peur de se faire tuer et que sa mère se fasse tuer aussi. Quand elle arrive dans la dernière maison de la rue, elle toque et elle tombe sur un retraité qui lui ouvre la porte. Il la fait rentrer chez elle. Comme quoi, des fois, les personnes âgées, ce sont souvent les plus courageuses. Il lui demande si ça va. Il essaie de comprendre la situation, et je vous rappelle que toutes ces conversations, on les entend via le téléphone de la police. Parce que Shannon, elle a appelé la police, mais elle ne répond plus du tout à la policière. Elle garde juste son téléphone en main. Ce retraité, franchement, il est trop fort et il mériterait une médaille parce que sans qu'elle lui parle, sans qu'elle lui explique la situation, la première question qu'il lui pose, c'est est-ce que tu es poursuivi par quelqu'un? Déjà, lui, il comprend tout de suite la situation et il voit que c'est une gamine qui est paniquée face à lui, il y a pas de danger, contrairement aux deux hommes qui lui ont dit vas-y, sors. Sauf que face à lui, Shannon, elle a couru. Elle respire fort, elle arrive quasiment plus à parler et elle lui dit j'ai besoin d'aide. Elle parle doucement comme ça, elle respire fort, elle fait un peu peur. Et dès qu'elle lui a dit ça, Shannon, je sais pas, dans un sursaut, elle sort de chez lui, elle se sauve. Et lui-même, il lui dit, il essaie de la rattraper, il lui a dit mais tu vas où? Tu vas où? Parce que lui, il connaît les environs. En fait, il n'y a que des marais autour, c'est vraiment une zone de New York qui n'est pas très habitée. Il n'y a rien autour et pour une jeune fille sortir à ce moment-là, c'est pour aller où? À ce moment-là précis, quand elle sort de chez le retraité, l'appel entre la policière et Shannon Gilbert s'arrête brutalement. Les jours suivants, la police fait tout pour retrouver les traces de Shannon Gilbert. Les policiers fouillent les marais et les plages de la côte sud de Long Island et tous espèrent la retrouver vivante, mais rien, elle a disparu comme par magie. Ce n'est qu'en décembre 2010, 8 mois après la disparition de Shannon Gilbert, qu'un policier tombe sur le corps d'une jeune femme. Le cadavre est ligoté et emballé dans un sac en toile de jute, la même matière que les anciens sacs de riz. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette matière extrêmement dure, extrêmement solide. Bonne ou mauvaise nouvelle, mais ça n'est pas Shannon Gilbert que les autorités ont retrouvé. Quand les policiers continuent leur recherche, ils tombent sur un deuxième, un troisième, puis un quatrième cadavre. Tous les corps sont enveloppés et ligotés de la même manière et après identification, ce sont toutes des femmes qui faisaient le même métier. Problème, sur les 4 cadavres, toujours pas de Shannon Gilbert. Donc les fouilles continuent et les découvertes aussi. Entre décembre 2010 et avril 2011, les policiers découvrent des corps complets, toujours ligotés et emballés dans les mêmes sacs. Mais aussi des restes par-ci par-là, un bras par-là, une main par-là, une jambe, un pied. Selon les autorités, le nombre de personnes tuées serait de 11 à 16 personnes. 14 femmes, une jeune fille et un homme. Les 14 femmes étaient toutes des escortes qui avaient posté des annonces sur le même site.
Craigslist. Et comme c'est toujours la même façon de tuer et d'enterrer les victimes, les policiers comprennent rapidement qu'il y a un tueur en série dans la nature et qu'il agit depuis pas mal de temps sans être inquiété. Et c'est sa discrétion d'ailleurs qui le rend dangereux. Il y a des tueurs en série qui prennent plaisir à être dans la lumière, comme le tueur du Zodiac, ça leur permet d'exister. Il y en a d'autres qui tuent par pulsion, pour satisfaire un désir, comme Jeffrey Dahmer. Mais pour ce tueur-là, si Shannon Gilbert n'avait pas appelé la police, eh bien on n'aurait jamais découvert son existence. Et peut-être qu'il aurait tué une centaine de personnes sans être connu, ni même recherché. Le corps de Shannon Gilbert sera finalement retrouvé en décembre 2011, soit 17 mois après sa disparition. Son appel ne lui aura pas sauvé la vie malheureusement, mais il aura au moins permis de découvrir l'existence d'un tueur en série et de retrouver d'autres femmes qui ont été ses victimes. La découverte du corps de Shannon Gilbert, elle va faire exploser un gros scandale, parce que quand les enquêteurs vont retrouver le cadavre de cette pauvre jeune fille de 24 ans, ils vont écouter les bandes audio des appels passés entre elle et l'opératrice de police et ils vont se dire « Bon, c'est une prostituée, ce soir-là elle était totalement droguée, puis elle s'est perdue dans les marais et elle est morte noyée. » Donc Shannon n'était pas considérée comme une victime du tueur en série par les policiers. Mais là, la famille de Shannon Gilbert elle va taper du poing sur la table, en disant vous vous foutez de notre gueule ou... Parce que d'une part elle fuyait quelqu'un et elle l'a dit dans ses appels et elle a demandé à plusieurs reprises de l'aide. Et quelle raison elle avait d'appeler la police en vérité si elle ne fuyait pas quelqu'un? Et puis même qu'est-ce qu'elle aurait fait toute seule dans cette zone des États-Unis? La famille va engager un avocat, porter plainte et il y aura des autopsies sur le corps de Shannon Gilbert. Et ils vont retrouver que quelqu'un lui a tellement serré le cou qu'elle avait tous les os de la gorge brisés. Donc elle a été tuée elle aussi. Et c'est bien une victime du tueur en série de Long Island. Avant de repartir sur le tueur en série de Long Island, laisse-moi te parler de la famille de Shannon Gilbert parce que je sais que tu es quelqu'un d'hyper curieux et que j'ai trouvé cette histoire hyper intéressante et creuser dans les détails, c'est toujours mieux que de regarder un documentaire télé. En 2011, quand la famille de Shannon Gilbert va prendre un avocat, on va les voir partout à la télé. On va surtout voir la mère, Marie Gilbert, et la sœur, Sarah Gilbert. Et les gens qui vont voir ça, ils vont se dire que c'est une famille respectable qui se bat pour l'honneur de leur fille malgré le fait qu'elle était escorte. Sauf qu'en 2016, la famille Gilbert, elle va totalement partir en cacahuète. Sarah Gilbert, la sœur de Shannon Gilbert, celle qui est morte, elle a un passé chaotique déjà. En 2016, qu'est-ce qu'elle fait? Elle noie son chiot dans la baignoire devant son fils de 8 ans parce qu'elle pensait que le chiot, c'était le rappeur Eminem qui tentait de lui faire du mal. Mais vraiment. À la suite de ça, elle est enfermée en hôpital psychiatrique parce que l'héroïne l'a rendue paranoïaque et qu'elle voyait des démons un peu partout. 3 mois après, Sarah Gilbert, elle sort d'hôpital psychiatrique et elle retourne naturellement chez elle. Et même quand les voisins ils la voient dans la rue, ils se disent mais elle est déjà dehors celle-là avec tout ce qu'elle a fait, c'est pas possible. Parce que tout le monde sait dans le quartier qu'à cause de la drogue psychologiquement, ça va plus. Et je vous rappelle que on doit blâmer la drogue, on ne doit pas blâmer la personne. Le 23 juillet 2016, Sarah se lève et elle envoie un SMS à sa sœur Shera. Dans l'histoire, il y a 3 sœurs, Sarah, Shera et Shannon. Shannon, c'est celle qui est morte et Sarah, c'est celle qui a fait le séjour en hôpital psychiatrique. Et Shera, c'est la 3e. Dans le SMS, Sarah, elle dit à sa sœur qu'elle entend des voix et que ça va pas du tout. Shera, elle appelle sa mère Marie Gilbert, la mère de Shannon, et Marie Gilbert, elle court venir voir sa fille, voir ce qui se passe, l'aider. Et quand elle arrive chez Sarah à Ellenville, elle trouve Sarah assise sur le lit. Marie, sa mère, elle s'assoit à côté de sa fille, et quand les deux femmes sont assises l'une à côté de l'autre sur le lit, Sarah, elle lève son oreiller, et sous l'oreiller, il y avait un couteau de 38 cm caché. Sarah, elle prend le couteau et elle va tuer sa mère de 227 coups de couteau ce soir-là. 227. Elle a tellement mis des coups de couteau que la lame s'est cassée et elle est partie chercher un extincteur. Elle a commencé à lui tabasser la tête avec l'extincteur. Une fois qu'elle avait fini de taper avec l'extincteur, elle a pris la trompe de l'extincteur et elle lui a mis sur la bouche. Elle a appuyé pour lui remplir la bouche de mousse. Une fois que Sarah était sûre que sa mère Marie Gilbert était morte, elle s'est allumée une cigarette et elle s'est détendue en écoutant de la musique. On ira tous au paradis. Voilà, c'était la petite anecdote. Et pour vous dire que Shannon Gilbert, si elle était prostituée, c'est que le passé qu'ont dû avoir ces 3 femmes, Shannon, Sarah et Shara, était vraiment difficile. Mais revenons au tueur en série de Long Island. Quand les enquêteurs ont essayé de comprendre le mode opératoire du tueur de Long Island, ils se sont dit que le tueur prenait des escortes en voiture, les amenait dans des endroits isolés et les étranglait. Ça semble être la méthode la plus facile, mais tu vas voir que c'est encore plus complexe. Il faut savoir que ce tueur en série était extrêmement précautionneux. Il enterrait les corps dans des endroits difficiles d'accès.
jamais au même endroit, dans des endroits cachés. Son but, c'était que jamais on ne retrouve les corps. Alors que t'as d'autres hommes qui tuent leur femme, qui l'enterrent dans le jardin, et qui mettent un gros pot de fleurs sur le trou et qui pensent que ça va passer. Ce tueur-là, lui, il ne laisse rien au hasard et il n'aura laissé aucune trace et aucun indice. Alors qui sont les principaux suspects dans cette affaire? Le premier suspect dans cette affaire s'appelle John Bitrolf. C'est un charpentier de Long Island qui a été arrêté et condamné en 2014 pour le meurtre de 2 femmes dans les années 1990. Ça faisait 24 ans qu'il avait tué ces 2 femmes-là, donc naturellement on pourrait se dire que c'est lui qui a continué à tuer d'autres femmes. Ce qui a fait penser que John était le tueur de Long Island, c'est que ces 2 victimes étaient elles aussi des escortes, mais surtout qu'elles ont été retrouvées dans les mêmes sacs en toile de jute que ceux utilisés par le tueur de Long Island. Les policiers ont tout fait pour le faire avouer car ils étaient quasiment sûrs que c'était lui le coupable. Et si ça n'était pas lui, qui d'autre? Même toi, je suis sûr que tu serais quasiment convaincu que c'est lui, parce qu'il n'y avait pas d'autres suspects. Sauf que en 2022, un homme va venir bousculer cette enquête. Les enquêteurs ont beau chercher pendant des dizaines et des dizaines d'années, ils ne sont parfois qu'à un cheveu de la vérité. Et des cheveux, c'est exactement ce qu'ils vont retrouver en 2010 sur les corps des 4 premières femmes découvertes. 3 cheveux de femmes et 2 cheveux d'hommes. Mais malheureusement en 2010, ils vont être inexploitables et les enquêteurs vont juste les stocker en attendant. Mais ça n'est pas grâce à des cheveux que l'on va retrouver l'homme qui est certainement responsable de tout ça, mais grâce à un proxénète et une voiture. En janvier 2002, il y a une nouvelle unité spéciale qui est constituée pour résoudre une bonne fois pour toutes ce cold case. Et vraiment, c'est des gens qui sont des professionnels, et là on sent que même les autorités américaines, ils en ont marre. Il faut résoudre ce problème. Les nouveaux enquêteurs, ils vont reprendre tout le dossier depuis le début. Et il faut le dire aussi, cette équipe, elle a été montée parce que la première enquête, elle s'est extrêmement mal passée, avec un chef de la police du comté de Suffolk qui travaillait sur l'enquête et qui a été condamné en 2016 pour corruption et entrave à la justice. Cette nouvelle équipe repart à zéro. Et je vais essayer de résumer pour ne pas que la vidéo dure 2 heures. Le 1er septembre 2010, une prostituée qui s'appelle Amber Costello a rencontré un client qui est venu chez elle pour profiter de ses services. Sauf qu'au lieu de faire une passe normale, Amber Costello elle a piégé le client. Quand le client il est arrivé dans la chambre d'Amber, il s'est déshabillé, il était tranquille, il était content d'être là. Sauf que dans une autre chambre, il y avait un homme qui s'est fait passer pour le petit ami d'Amber qui est sorti de nulle part et qui a commencé à embrouiller le client. Du coup, le client, pour ne pas faire d'histoire, il a dit ok, il s'est rhabillé et il s'est sauvé. Donc il a payé et il n'a rien eu du tout. Sauf que le client rappelle Amber Costello le lendemain, le 2 septembre 2010, et il lui dit qu'il veut vraiment la voir, elle est trop belle, etc. Mais pas chez elle à cause de son petit ami. Et il préfère que ce soit chez lui, et qu'il va venir le jour même la chercher en bas de chez elle. Et après qu'Amber Costello elle soit montée dans sa voiture, plus personne ne l'a vue vivante. Elle avait tout simplement disparu. Les enquêteurs, quand ils lisent ça, ils décident d'aller réinterroger l'ancien proxénète d'Amber Costello. Et c'est de la rue que viendra un véritable indice. L'ancien proxénète, vous savez, des fois les proxénètes, ils ont l'œil, leur métier c'est de surveiller les clients, surveiller la police. Et bien lui, il va donner un détail sur la voiture qui est venue chercher Amber Costello. Une Chevrolet Avalanche de première génération, de couleur verte. Il y a aussi d'autres témoins qui vont dire que le client était un véritable ogre, un homme blanc de 2 mètres pour 130 kilos. Et ça passe pas inaperçu. En mars 2022, les enquêteurs ils vont donc chercher dans les registres qui, en 2010, possédait ce modèle de voiture et qui pourrait avoir un physique de géant. Et ils vont tomber sur un homme qui matche parfaitement à cette description. Monsieur Rex Oerman, un architecte qui possède une entreprise, un père de famille idéal qui habite dans une maison de Long Island. À partir de là, les enquêteurs ont commencé à filer Monsieur Rex Oerman jusqu'au jour où l'homme a jeté une boîte de pizza dans une poubelle. Les enquêteurs, ils ont récupéré la boîte à pizza pour trouver l'ADN de Rex sur une part de pizza pas finie. Comme quoi on peut être un ogre et ne pas finir ses plats. Grâce à de nouvelles techniques ADN, la police scientifique a réussi à comparer l'ADN de Rex, récupéré sur la pizza, avec l'ADN des cheveux retrouvés et stockés en 2010. Il faut savoir que quand ils ont trouvé les cheveux, l'ADN il était inexploitable. Mais il y a des nouvelles techniques de recherche d'ADN qui ont permis de réussir à récupérer de l'ADN à l'intérieur du noyau d'une cellule. J'essaie de vous expliquer en même temps de manière scientifique ce qu'a fait la police. Mais cet ADN récupéré, ça s'appelle l'ADN mitochondrial et c'est l'ADN qui vient de la mère. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à récupérer l'ADN. Entre les 2 ADN, il y a eu match. La police avait trouvé enfin l'homme qu'elle recherchait depuis plus d'une décennie. Les enquêteurs analyseront aussi l'ADN de sa femme, Asa Oerman, qui correspondra aux cheveux de femme retrouvés sur les victimes. Elle sera rapidement innocentée, car jamais dans l'état de New York au moment des faits. Pour Rex Oerman, l'histoire est bien différente.
En fouillant son ordinateur, des enquêteurs s'aperçoivent qu'il était obsédé par l'enquête. Il participait à des conversations dans des forums, il regardait tous les documentaires, il faisait des recherches. Tout était basé sur le tueur de Long Island. Les policiers commencent à établir un historique des localisations du téléphone de Rex. Il faut savoir que Rex, il utilisait beaucoup de téléphones et de puces jetables pour téléphoner aux prostituées. Et très souvent, quand il avait fini de les tuer, des fois, il s'amusait à appeler la famille des victimes pour se foutre de leur gueule. En disant, avant de la tuer, je lui ai fait ça, elle a bien souffert, il rigolait. Il les narguait vraiment. Vous voyez le profil psychopathe du tueur. Les policiers ils ont donc comparé la localisation du téléphone de Rex Heuermann avec ceux des appels reçus par les familles des victimes. Et il s'avère que les deux téléphones pointaient toujours sur les mêmes antennes téléphoniques. Les policiers ont aussi retrouvé des attaches chez lui, les mêmes que celles utilisées pour ligoter les jeunes femmes. Quand les policiers vont commencer à fouiller les ordinateurs, là ça va être encore pire. Ils retrouvent déjà des recherches assez bizarres sur des mineurs, mais aussi des recherches sur les lois fédérales encadrant les pouvoirs des policiers sur les téléphones portables. Il y avait aussi beaucoup de recherches sur les victimes et il essayait de retrouver des photos des corps pour vous dire que ça devenait très malsain. Sur un ancien disque dur caché dans la cave, ils vont retrouver un document de 87 points pour devenir le tueur en série parfait. Comment nettoyer un corps, comment ne pas laisser d'empreintes, ce qu'il ne faut pas oublier, des conseils pour réussir à tuer. Pas que ça, il y a aussi des conseils de vie du style plus tu dors et plus ta chasse sera bonne. Ou encore la prochaine fois, fais une pré-vérification des dispositions des caméras sur le lieu où tu vas récupérer une escorte. Il y a plein de choses, comment faire disparaître un corps et les preuves. Il y a aussi des conseils qu'il se donnait. Par exemple, il a écrit la prochaine fois, tape plus fort. Et souviens-toi que taper la tête ou le cou, c'est mieux pour les mettre KO. Et d'ailleurs, ce document, il est disponible sur Internet et je vous le mettrai en description. Mais c'est en anglais. Là, vous vous dites que Rex, il est cuit. Ça y est, c'est lui le tueur. Mais est-ce qu'il était vraiment tout seul? Les policiers ont tout de suite mis Asa Heuermann, la femme de Rex, de côté, en disant qu'à chaque meurtre de Rex, elle était à l'étranger. Mais il y a d'autres avocats et des enquêteurs qui ont dit que beaucoup d'alibis étaient tout simplement faux. Rex Heuermann, il avait l'habitude de rencontrer beaucoup de prostituées et à chaque fois, il les emmenait au restaurant ou boire un verre pour discuter. Et à ce moment-là, très souvent, il discutait de tout, de rien, mais surtout de l'affaire du tueur en série de Long Island. Mais un jour, il demande à une escorte, à ton avis, qu'est-ce qu'il est arrivé à Shannon Gilbert? Et l'escorte, elle lui dit qu'elle n'en sait rien. Mais lui, il va lui donner sa version des faits. Il dit à l'escorte qu'il pense que Shannon Gilbert avait été invité à une soirée où il y avait plein de monde et dans ce monde-là, quelques personnes se mettent d'accord pour qu'à la fin de la soirée, quand tout le monde est parti, ils choisissent une prostituée à tuer. Donc quand tout le monde est parti, il y a une soirée beaucoup plus macabre qui commence. Et moi, dans l'appel de Shannon Gilbert, que j'ai écouté, parce que cette vidéo elle demande beaucoup de travail, il y a quelque chose qui m'a marqué. Quand elle rentre chez les deux hommes, Shannon Gilbert au début, rappelle-toi, elle leur dit « Je suis sûr que vous faites partie de tout ça ». Et moi, c'est une phrase qui m'a marqué parce que c'est une phrase assez étrange dans le contexte. Elle aurait dû leur dire « Je suis sûr que vous êtes avec lui, je suis sûr que vous êtes avec le tueur, vous aussi vous voulez me tuer ». Mais elle dit tout ça comme s'il y avait un plan derrière, quelque chose de plus grand qu'un tueur unique. Et si vous pensez que je vais trop loin, ben vous avez peut-être raison, mais il y a peut-être quelque chose qui peut vous faire changer d'avis. Et vous faire penser que Rex n'est pas un tueur en série solitaire. Après l'arrestation de Rex Heuermann, sa fille Victoria Heuermann, elle va effacer tous ses réseaux sociaux. C'est-à-dire tous les réseaux sociaux de Victoria, sa fille, ils vont disparaître du jour au lendemain. Mais il y a des gens assez malins qui ont réussi à récupérer quelques photos qu'elle avait oubliées de son Tumblr, avant que celui-ci soit effacé. Tumblr, c'est un site où on peut poster des photos. C'est comme Instagram. Le Tumblr de Victoria, la fille de Rex, contenait des photos assez étranges quand même. Beaucoup de photos de gens pendus. Il y avait aussi un dessin assez bizarre, où il y avait une jeune femme sur le dessin qui était crucifiée avec le ventre ouvert. Devant la jeune femme crucifiée, il y avait dessiné un homme qui ressemble beaucoup à Rex. Imposant, couleur blanche, cheveux mi-longs, et l'homme dessiné, il avait un masque noir sur le visage qui lui arrivait jusqu'en haut du nez. C'est-à-dire on ne pouvait pas voir son visage, on voyait juste ses cheveux qui dépassaient un petit peu. L'homme à la main, il portait des gants noirs et il avait un couteau. Et sur le dessin, l'homme, on dirait qu'il regarde quelqu'un derrière lui et il fait cette position-là. Il a le couteau dans la main, il fait comme ça. Et c'est bizarre quand même que sa fille, elle mette un dessin comme ça. Ce dessin, c'est comme s'il représentait Rex en train de découper une jeune femme et sa fille serait derrière lui en train de le regarder et lui, il lui fait ça, tu vois. Il y a un autre dessin qui montre une jeune fille qui a les mains et certains membres découpés et qui est placée dans une position un peu spéciale. Exactement comme certains corps de jeunes filles qui ont été retrouvés, les mêmes membres découpés et dans la même position que la fille dessinée. C'est quand même fou. Une des victimes du tueur en série de Long Island, elle s'appelle Sandra Castillo.
et elle a été retrouvée morte avec une seule chaussure au pied. Sur le Tumblr de Victoria, il y a une représentation d'une jeune femme pendue avec une seule chaussure au pied. Il y a quand même beaucoup de coïncidences sur Victoria, la fille de Rex. Même dans ses recherches Google, c'est assez glauque. Elle a lu un article qui s'appelle Comment le meurtre est très romantique. Et comme son père, la fille, elle s'intéressait au cannibalisme, à tout ce qui est gore, à tout ce qui est dégueulasse, dans un univers totalement inspiré du Marquis de Sade, sadique, sado, etc. Bref, je vous passe les détails. Mais on se demande vraiment, est-ce que c'est pas une entreprise familiale? Est-ce qu'il n'y a pas eu plusieurs personnes qui ont travaillé ensemble? Et peut-être que Rex, c'était lui qui tuait, peut-être que c'était lui qui faisait disparaître les corps, mais est-ce qu'il était vraiment tout seul? Voilà, c'est ça, moi, que je me pose cette question, tu vois. Sachant que 80% des tueurs en série, généralement, ils sont seuls. Mais il y a quand même 20% qui sont en équipe. En tout cas, moi, je te laisse faire ton propre avis et je mettrai mes sources en description. Comme ça, toi, si tu parles anglais, tu iras creuser toi aussi. À l'heure d'aujourd'hui, Rex Overman, il est en procès pour le meurtre de 6 jeunes filles. Et les autorités, ils font tout pour lui mettre le plus de meurtres possible sur le dos et pour prouver que c'est lui. Son procès, il est toujours en cours et pour l'instant, tant qu'il n'a pas été condamné, il est toujours innocent.